D'affaires en Afrique, imaginez pouvoir retrouver en quelques clics toutes les offres de services adaptées à vos besoins. Découvrez le Hub Meet Africa, la plateforme digitale d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora africaine. Vous recherchez des opportunités d'affaires, des programmes d'accompagnement technique ou financier, de l'information, des partenaires, des experts ou des consultants locaux? Conçu par et pour ses utilisateurs, le Hub Meet Africa met à votre disposition gratuitement une cartographie simplifiée des dispositifs d'appui, quel que soit l'état de maturité de votre projet, le secteur couvert, le pays visé et vos besoins d'accompagnement. Identifiez des partenaires et experts basés dans le pays de résidence ou d'installation de votre projet d'entreprise et obtenez des conseils sur mesure et des retours d'expérience pour le mener à bien. La recherche d'offres d'accompagnement n'a jamais été aussi simple. Les offres du Hub Meet Africa proposent des informations ciblées et pertinentes à tout entrepreneur de la diaspora désireux d'entreprendre en Afrique. Concrétisez vos projets business grâce aux outils collaboratifs et partagés. Positionnez votre projet grâce à l'outil d'aide à l'orientation. Accédez à des ressources efficaces et vérifiées pour comprendre le marché local et développer votre business. Entrez en relation avec les organismes d'appui à l'entrepreneuriat, les mentors, les experts, les investisseurs et tous les acteurs au service de l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. Interagissez avec les membres de la communauté à travers un post-it board et bien plus encore. Vous avez des idées et des rêves en Afrique? Vous souhaitez partager votre expertise et vos compétences? Rejoignez la communauté du Hub Meet Africa. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Meet Africa. Nous allons partager 1 heure ensemble sur la thématique financer les entrepreneurs de la diaspora à l'ère du numérique, et nous allons aborder les plateformes et les outils numériques qui peuvent vous aider, vous entrepreneurs de la diaspora en Afrique, en Europe et en Afrique, pour pouvoir aborder les différents outils dont on dispose aujourd'hui à l'ère du numérique. Je vais partager. Donc moi, je suis Virginie Ruyère, je suis chef de projet Meet Africa 2 chez Anima Investment Network. Je suis également représentante du bureau Anima au Maroc. Et ce que je vous propose, c'est de partager dans un premier temps quelques bonnes pratiques pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, le webinaire va se dérouler en français, mais il est accessible dans une traduction en anglais disponible via l'icône planète située en bas de votre écran. Donc, please click on the planet icon, which is at the bottom of your screen, if you like to follow the webinar in English. Si vous suivre en français ou en anglais. Voilà, pour le bon déroulement de ce webinaire et à prendre la parole dans le fil de discussion. On aura à l'issue des interventions de nos 2 intervenants que je vais vous présenter par la suite la possibilité d'échanger et de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, effectivement, par le biais de la discussion, et à lever la main également pour prendre la parole. Ce webinaire sera retransmis en replay sur la chaîne YouTube d'Anima. Donc, vous avez le lien partagé. Donc, vous pourrez le retrouver pour le réécouter et retrouver tous les bons outils qui pourront vous appuyer et vous aider dans votre projet d'entrepreneuriat également par la suite. Alors, quelques mots d'abord sur Anima Investment Network. Donc, Anima est une plateforme de coopération économique dans la Méditerranée, donc nord-sud, entre les pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un réseau qui compte près de 70 membres présents dans plus de 20 pays. C'est une équipe basée à Marseille, au Liban et au Maroc de près de 15 personnes
et un réseau d'experts de plus de 400 collaborateurs qui œuvrent et qui mobilisent de l'expertise pour contribuer au développement économique durable et partagé. Le réseau mobilise de l'expertise sur plusieurs axes, à la fois la promotion des investissements et l'impact, l'appui au secteur privé, l'innovation et mobilise également les talents expatriés et leurs ressources matérielles et immatérielles. Donc, ce webinaire Meet Africa sur la thématique financer les entrepreneurs à l'ère du numérique, plateformes et outils est organisé dans le cadre du programme Meet Africa 2. Le programme Meet Africa 2 vise à créer de la valeur ajoutée en Afrique. Il soutient les projets de la diaspora en Afrique destinés à favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat entre l'Europe et l'Afrique. Le programme Meet Africa 2 est financé par l'Union européenne et l'Agence française du développement, mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec l'appui d'Anima et de la GIZ. C'est un programme qui comporte 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, le premier objectif, améliorer l'information et l'orientation des entrepreneurs de la diaspora entre l'Europe et l'Afrique. Le deuxième objectif concerne l'amélioration de la lisibilité du parcours d'accompagnement effectivement des entrepreneurs sur ce double espace. Et le troisième objectif vise à apporter un financement au travers d'un fonds, un financement d'amorçage. Dans le cadre de ce programme, Anima Investment Network travaille sur 3 enjeux majeurs, à la fois le développement et le renforcement d'un réseau et d'un écosystème entre l'Europe et l'Afrique, également le développement d'une plateforme digitale, le hub Meet Africa, qui vise l'information et la mise en relation des organismes d'appui des entrepreneurs avec ces mêmes entrepreneurs, effectivement, de la diaspora. Et puis, on organise également un salon de l'entrepreneuriat, le Forum des entrepreneurs de la diaspora, qui aura lieu, et je vais vous en parler plus après, qui aura lieu le 11 février au Palais des Congrès de la Porte-Maillot à Paris. Et c'est un salon qui accueillera plus de 1500 visiteurs. Donc, quelques mots sur le hub Meet Africa, donc cette plateforme d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora des pays africains concernés effectivement par le programme. Donc, le hub aujourd'hui recense de nombreux organismes qui valorisent et qui donnent de la visibilité à leurs offres destinées à soutenir et à appuyer les entrepreneurs de la diaspora entre l'Europe et l'Afrique. Donc, il oriente les entrepreneurs vers des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins et propose des informations qui les aident et qui leur permet effectivement de concrétiser leurs projets en Afrique sur les différentes étapes effectivement de développement de ce dernier. Le hub est une plateforme je reviens sur le hub est une plateforme qui a été co-construite avec de nombreux acteurs de l'écosystème, de l'entrepreneuriat en Afrique. Aujourd'hui, nous avons lancé en fin d'année une V2, là aussi réfléchie et issue effectivement de nombreux ateliers menés avec un comité et de nombreux acteurs impliqués dans le cadre du programme. La plateforme aujourd'hui permet de s'inscrire pour les organismes de manière automatisée. Il en va de même effectivement pour les entrepreneurs et favorise et donne une grande visibilité effectivement aux différentes offres des organismes. Il est prévu également la mise en ligne d'une nouvelle version, la V3, au mois de janvier, dans laquelle les entrepreneurs pourront échanger via des post-it boards et pourront partager leurs expériences pour là aussi acquérir davantage de données, d'informations et pouvoir améliorer le processus de création de leurs projets dans leur pays. Quant au forum, donc le forum Meet Africa dont je vous parlais, donc il existe un site web que vous pouvez découvrir sur l'adresse forum.hub-meetafrica.co.
Le site web est actualisé au jour le jour. Vous pouvez y retrouver à la fois le programme effectivement de ce forum, les différents intervenants. Donc, dans le cadre de ce temps fort de rassemblement des écosystèmes entrepreneuriaux euro-africains, auquel je vous invite vivement à participer et à vous inscrire en ligne voilà, à l'issue de ce webinaire. Donc, c'est une journée qui va se dérouler de 8h30 à 19h, dans laquelle il y aura des plénières sur des thématiques bien précises que vous pourrez retrouver sur le site du forum, des ateliers thématiques également dédiés aux pays qui participent au programme, d'autres ateliers, donc des ateliers pays, des ateliers thématiques définis effectivement selon les besoins effectivement et les attentes également des entrepreneurs de la diaspora. Il y aura également des sessions de networking et un arbre à palabres qui permettra aux entrepreneurs de la diaspora de pitcher leurs projets. Et l'inscription à cet arbre à palabres est ouverte sur le site du forum. Donc, vous pouvez aussi, dès aujourd'hui, vous y inscrire. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Vous pourrez également vous retrouver toutes les informations concernant le hub que j'évoquais précédemment sur l'adresse hub-meetafrica.co. Donc, dès à présent, mais je vous propose de rentrer dans la thématique qui nous réunit aujourd'hui, et merci encore pour votre présence. Donc, la question aujourd'hui que nous allons aborder, c'est financer les entrepreneurs de la diaspora à l'ère du numérique, plateformes et outils numériques. Et je remercie très vivement nos deux intervenants que je vais vous présenter de suite. Donc, tout d'abord, Ange Ailly, qui est chef de projet Afrique au sein de l'équipe Euroquity de BPI France. Donc, au sein de cette équipe, il a deux missions essentielles. Donc, il travaille sur la plateforme Euroquity qui vise à permettre aux sociétés de se connecter entre elles dans le cadre de partenariats B2B et de connecter aussi les startups avec des investisseurs dans le cadre de levée de fonds. Donc, nous allons par la suite donner la parole à Ange, se passionner effectivement de la tech et puis de toutes les problématiques venture capital, qui a également cofondé une plateforme spécialisée dans la mise en relation entre avocats et particuliers qui s'appelle LegalTech. Notre deuxième intervenant, que nous remercions pour sa présence, c'est Eric Ntonfo. Eric Ntonfo a d'abord, donc il est depuis plus de 20 ans dans l'industrie du digital. Il a fondé une plateforme de cagnotte en ligne qui s'appelle Quendou et également, et ce pourquoi nous sommes réunis aussi aujourd'hui, il nous en parlera, il a fondé Fiatop, la plateforme de financement participatif par dons et investissement qui permet aux entrepreneurs innovants de financer leur préamorçage. Il nous en parlera plus après, effectivement, dans le cadre de ce webinaire. Il est également, effectivement, Eric Ntonfo, consultant en financement d'amorçage de start-up africaines et membre du conseil d'administration de l'Association pour l'éducation et le développement au Cameroun. Donc, je vous propose dès à présent de rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout d'abord donner la parole à Ange qui va nous rappeler le contexte effectivement de l'investissement dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat en Afrique quand on est issu de la diaspora, qui nous présentera son outil et puis assurera aussi une ouverture sur d'autres plateformes et outils. Je vous donne la parole, Ange, et je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup du coup pour cette invitation du coup à ce webinaire. Donc, c'est une opportunité aussi de pouvoir apporter de la valeur aux entrepreneurs présents, donc qu'ils puissent un peu en savoir plus sur la levée de fonds et un peu les codes sous-jacents et comment un peu y arriver. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu un chemin de croix qu'on ne connaît pas trop donc l'écosystème. Donc, comment se structure un peu la levée de fonds? Donc, en fait, la levée de fonds, il y a plusieurs niveaux en fonction de l'étape de l'entreprise. En fait. Donc, la levée de fonds, en fait, via l'investissement, suit en fait le parcours d'une entreprise. Donc, vous avez différents niveaux. Il y a le premier niveau,
qui est un peu le niveau Friends and Family, c'est-à-dire les proches qui peuvent donner, apporter un peu de cash pour vos sociétés pour démarrer. Vous avez aussi la possibilité, à ces moments-là ou un peu après, à faire un peu ce qu'on appelle du crowdfunding. Donc, ce sera plus la partie donc, de Eric. Donc, je laisserai le soin du coup de définir un peu plus ce qu'est le crowdfunding et comment se financer via sa communauté. Et après, c'est là qu'intervient du coup l'investissement en venture capital ou capital risque. Donc, c'est là où Roku-Ti a son expertise, donc c'est-à-dire aider les sociétés à se connecter avec des investisseurs spécialisés dans ce domaine-là, qui sont soit donc, les business angels ou les fonds de venture capital. Je pense qu'avant de commencer, je pense que c'est peut-être un peu de rappeler qui sont un peu ces deux acteurs. Donc, parce que du coup, c'est vrai qu'on rencontre souvent des startups qui nous demandent de rencontrer des investisseurs et j'ai parlé avec des VC, mais ça n'a pas trop bien donné, ou alors je cherche des BA. Alors, qu'est-ce qu'un VC, qu'est-ce qu'un BA? Très simplement, c'est qu'un VC et un BA ont la même mission, donc investir dans des startups, dans des sociétés à forte croissance et à un rendement à ROI potentiellement très élevé, mais aussi à haut risque. Donc, il y a deux manières de faire. Donc, le business angel est donc, du coup, un individu ou un groupe, ce qu'on appelle donc, du coup une association de business angel ou un groupe de BA aussi, on appelle, qui investissent donc leur patrimoine personnel du coup, dans une entreprise afin de l'aider et de l'avoir évolué et du coup, de pouvoir aussi obtenir un rendement lors de son exit, c'est-à-dire de la sortie en capital de l'investisseur, où est le moment où l'investisseur, du coup, peut récupérer, du coup, son cash et sa plus-value. Donc, l'investisseur, le business angel, du coup, intervient au début de l'entreprise, du fait des besoins en financement qui sont demandés. Donc, souvent, plus on arrive tôt dans la société, plus les besoins en financement sont plutôt petits, on va dire, à l'échelle d'une entreprise. Et du coup, c'est à ce moment-là que, du coup, un investisseur en business angel peut intervenir. Dans la seconde partie, nous avons les fonds de venture capital, qui sont donc des fonds des structures institutionnalisées, dans lesquelles, du coup, il ne s'agit pas de fonds personnels, mais de fonds provenant de ce qu'on appelle de limited partners, de LP, donc c'est-à-dire des organisations ou des individus qui participent à la création en fait, d'un véhicule d'investissement qui sera piloté par des professionnels et dont le rendement, du coup, et dont toute la structure et toute l'équipe est professionnalisée autour du développement de cet investissement. Donc, le but pour un fonds est de pouvoir investir dans des startups qui sont un peu plus élevées en termes de maturité. Donc, souvent, elles dépassent le stade du business angel pour aller un peu plus loin au capital risque et ensuite capital développement. Mais donc, après, je peux en revenir dans la partie questions-réponses si besoin. Parce que du coup, ça va être. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez à ce moment-là. Donc, voilà un peu les deux types d'acteurs que vous pouvez rencontrer, donc des business angels et des fonds de VC. Et du coup, vous, en tant qu'entrepreneur, votre jeu, tout dépend de l'étape de l'entreprise, va être de, entre guillemets, arriver à séduire l'un ou l'autre des parties. Donc, si vous êtes au début de votre parcours, donc, comme je l'expliquais, il y a plusieurs étapes. Il y a le friend and families, donc c'est-à-dire la partie un peu la love money, ce qu'on appelle la love money. Vous avez le crowdfunding, après vous avez les séries d'investissement. Donc, vous avez le pré-seed, le seed, la série A, série B, série C et autres. Et du coup, toutes ces étapes, donc je vous ai dit, donc pré-seed ou amorçage, seed aussi amorçage, et série A, série B, série C sont des étapes d'investissement dans lesquelles dont les investisseurs vont pouvoir rentrer dans le capital de votre entreprise sous certaines conditions, et tant en termes pour vous de conditions financières que de l'autre côté, pour vos côtés, en termes de performance business. Donc, ils attendront un certain nombre de retours en termes de chiffres, en termes de valeur que vous apportez, que vous avez pu créer auprès de vos entreprises, et en termes aussi surtout de projection de roadmap, pour savoir où vous voulez aller. Est-ce qu'il s'agit de sécuriser votre business? Est-ce qu'il s'agit d'étendre géographiquement? Est-ce qu'il s'agit de faire du rachat d'entreprise pour vous étendre? Donc, tout dépend du stade où vous en êtes. Et du coup, ça sera à vous, du coup, en fonction de la tête de votre société, de dire, du coup, de vous calibrer
en fonction de l'investisseur que vous avez en face pour pouvoir donc, le rencontrer, le convaincre et autres. Donc, un point aussi que un élément que je voulais soulever avant d'entrer un peu dans la partie un peu technique, enfin tips et autres, c'est qu'est-ce qu'un processus d'investissement? Parce que souvent, les entrepreneurs, des fois, ne savent pas un peu comment se structure un processus d'investissement. C'est vrai qu'on peut entendre souvent dans les médias qu'un processus d'investissement, il s'agit juste de rencontrer, ou bien des fois, on pourrait écouter lors de podcasts ou de vidéos ou autres, qu'il s'agit parfois juste d'un café et c'est une poignée de main et du coup, l'investissement est réalisé. Dans les faits, c'est beaucoup plus structuré que ça. Il y a quand même beaucoup plus d'étapes pour y arriver. Parce que du coup, mon investissement, donc ça reste quand même des relations un peu interpersonnelles, c'est-à-dire le fait d'avoir une boîte qui se développe bien. On rencontre un investisseur on s'entend bien, l'investisseur fit avec un entrepreneur, et parfois ça peut aller très vite, mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps, parce qu'on a besoin de fouiller, parce qu'on a un niveau d'étape plus élevé dans la levée, donc du coup, il y a besoin de fouiller un peu plus. Donc, je vais juste vous expliquer un peu comment ça se structure, pour que vous ayez un peu une idée et du temps que ça peut prendre, une levée de fonds. Parce que du coup, en moyenne, une levée de fonds peut mettre entre 4 et 9 mois pour se réaliser, donc voire un peu plus, des fois un peu moins. Vous entendrez un peu de tout. Donc, ce que je vous donne, ce sont des estimations, donc ce n'est pas figé dans le marbre. Vous avez aussi la possibilité, donc, dans votre réseau ou en contact avec d'autres membres de l'écosystème, de pouvoir entendre des différents retours. Donc, en fait, tout d'abord, comment se réalise un processus d'investissement, et du coup, je veux aussi vous intégrer dans le processus pour que vous voyez un peu les étapes. Tout d'abord, il s'agit d'être opéré par un fonds. Il faut déjà décider d'abord une société qui est compatible avec la levée de fonds. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une société compatible par la levée de fonds? C'est une société sur laquelle on est déjà où il y a déjà de la forte croissance, parce que du coup, ce que recherche l'investisseur, c'est d'investir dans votre croissance pour vous aider à vous développer. C'est une société qui est ce qu'on appelle, sauf cas particulier, asset light, c'est-à-dire avec peu d'actifs physiques dans le bilan d'entreprise. Pourquoi? Parce que, alors, dans le cadre du venture capital, bien entendu, pourquoi? Parce que les investisseurs souhaitent investir avant tout sur le développement de la boîte plus que sur du capital, enfin sur du capital physique. Parce que du coup, le retour sur investissement n'est pas le même, que ce soit du digital, enfin une société purement digitale, une société purement physique. Pourquoi? Parce que dans une société startup, on a payé donc le coût RH, les coûts du produit et les coûts marketing très principalement, et les coûts tech. Donc, c'est des coûts qui peuvent être plus ou moins élevés par rapport à une startup, par rapport à une société, on va dire, dite traditionnelle. Pour une société traditionnelle, vous avez tous ces éléments-là, plus les actifs physiques. Ce qui fait que du coup, le retour sur investissement sur ces startups-là peut mettre plus de temps et peut être aussi moins élevé. Du coup, la primeur est poussée vers les startups à forte croissance qui ont un modèle dit scalable. C'est-à-dire quoi scalable? C'est-à-dire vraiment l'échelle de croissance, c'est-à-dire que plus vous produisez, plus le coût fixe, plus le coût marginal est faible. C'est-à-dire que vous produisiez, pour faire en termes très simples, que vous produisiez que vous ayez 10 clients, que vous ayez un millier de clients, pour vous, le coût reste le même. Vous êtes toujours de 10 à 10, enfin 10 personnes dans l'équipe et à 1000 clients, vous êtes à 10 personnes dans l'équipe. Il n'y a pas de variation de coût, ou très faible. Mais par contre, il y a un énorme gap entre avoir 10 clients et avoir 1000 clients. Et ça, c'est ce qui intéresse l'investisseur, c'est la capacité à scaler, donc à avoir des rendements croissants dans votre entreprise. Donc déjà, c'est cette étape-là. Si vous validez un peu ces points-là, déjà, c'est pas mal. Et c'est déjà, vous rentrez déjà dans les critères de sélection des investisseurs. Une fois qu'on arrive là, du coup, il s'agira d'être opéré par un investisseur. Donc là, il y a 3 manières de faire. Donc, il y a pour l'investisseur, c'est ce qu'on appelle donc le deal flow, donc le flux de dossiers entrants. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez entrer en contact avec un investisseur. Il y a la recommandation, le référent, c'est-à-dire qu'il provient du coup d'un acteur de son réseau ou d'un autre investisseur ou d'une structure d'accompagnement comme un incubateur, un accélérateur. Et enfin, le deal flow outbound, c'est-à-dire c'est l'investisseur qui est venu vous chercher parce qu'il vous a retrouvé sur LinkedIn, parce qu'il vous a trouvé pendant un événement ou autre. Du coup, alors juste pour vous donner un peu, on rentre un peu dans les tips. Parmi ces 3 niveaux de contact, le plus intéressant pour un investisseur, c'est d'abord le référent. Parce que du coup, il a plein de dossiers qui rentrent, il a peu de temps, donc on a tous 24 heures dans une journée, et il doit se focus sur quelques dossiers. Il va privilégier les dossiers des gens qui viennent de son réseau.
par recommandation. Pourquoi? Parce que les gens, ils connaissent les gens de son réseau, ils connaissent sa stratégie d'investissement, et du coup, il leur fait confiance quand il leur propose des boîtes. Donc, ce réseau-là peut être composé d'investisseurs, de structures d'accompagnement ou d'entrepreneurs dans lesquels ils ont déjà investi et qui connaissent très bien. Donc déjà, c'est le premier niveau, c'est là sur lequel ils vont d'abord regarder. Ensuite, c'est donc le deal flow outbound, donc ceux qui sont allés chercher, parce qu'ils vous ont repéré, ils ont vu quelque chose qui leur a plu chez vous, ils sont venus vous parler directement. Et le dernier niveau, c'est l'inbound, c'est-à-dire le deal flow qui vient chez eux, qui est vous qui allez lui envoyer un message sur LinkedIn, qui allez déposer votre dossier sur leur site internet, déposer mon pitch deck. Et en fait, c'est le dernier niveau parce que du coup, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de dossiers de différents styles dans lesquels, du coup, il y a un peu, entre guillemets, pour un investisseur, à boire et à manger. Donc, il peut avoir des difficultés à prendre le temps d'aller fouiller dans ces dossiers-là. Donc, moi, je vous recommande toujours d'être dans les deux premiers, c'est-à-dire soit dans le referral, soit dans le deal flow outbound. Et aussi, après, c'est là où je reviendrai donc, pour Robotique, il y a aussi une autre voie qui est par des plateformes donc, qui sont en contact direct et qui ont la confiance des investisseurs. Ensuite, une fois que vous avez été repéré par un investisseur qui souhaite échanger avec vous, du coup, là, il va passer par une analyse de dossier. C'est-à-dire que votre dossier, donc votre pitch deck et votre BP va aller dans les mains d'un analyste qui va analyser le dossier et voir si tout correspond pour la stratégie d'investissement du fonds. Donc, à partir de là, si le fonds est intéressé, il va programmer un premier call avec vous. Donc, souvent, c'est un peu ce qui se passe. Une bonne partie des startups passe par là. Donc, premier call, on discute un peu avec vous, on va savoir un peu plus. Une fois qu'ils ont eu la réponse à vos questions, ils vont faire une revue en interne. Donc, vous, après, ils vont dire on reviendra vers vous si on est un peu plus intéressé. Et le fonds va, du coup, ou le groupe de BA va analyser plus en profondeur votre dossier, même faire peut-être des petits calls de référence auprès de certains de vos partenaires pour en savoir plus sur vous et se rassurer sur vos hypothèses et votre performance. Une fois que vous avez passé cette étape-là, donc chaque step que je vous ai décrit est une étape dans laquelle vous pouvez autant être validé et avancer que, du coup, potentiellement sortir du process. Donc, c'est pour ça que c'est un processus très difficile. Enfin, vous arrivez dans le partner review, donc c'est là où votre dossier va être analysé par les partenaires, les associés du fonds. On va commencer à avoir une première revue, donc ils vont vous dire, ils vont décider s'ils continuent avec vous dans le process ou pas. À partir de là, il y aura ce qu'on appelle les due diligence, donc c'est là qu'ils vont fouiller vraiment beaucoup, beaucoup en profondeur votre dossier. Ils vont demander beaucoup d'éléments. C'est là notamment où la data room est importante. Donc, c'est un espace où vous allez stocker tous vos documents dont on aura besoin un fond pour analyser l'intérêt pour votre dossier. Et une fois que vous passez la due diligence, donc toute cette étape-là qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois, vous arrivez sur le comité d'investissement. Donc là, pour info, il y a à peu près 10 à 15% des dossiers qui arrivent à ce niveau-là. Donc déjà, il y a un énorme élagage à ce niveau-là. Et c'est là que du coup, un fonds décide s'il va continuer, va investir dans votre boîte ou pas. Si vous passez cette étape, donc là, tout le monde dans le fond est d'accord pour investir chez vous. Donc, il y aura la négociation des termes d'investissement, donc savoir sur quel format ils vont investir chez vous, les fameux types d'actions ordinaires, préférentielles ou autres, les clauses de sortie de deal et autres. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, bravo à vous, du coup, le deal est validé. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes, on en arrive à 9 à 10. Et en fait, à ce niveau-là, il n'y a que 1% des boîtes, on dit toujours 1 à 2%, des boîtes qui arrivent à cette étape-là. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'étapes. Et du coup, ce process-là peut prendre, comme j'ai dit, entre 4. Ça peut aller très vite. Hein. Il y a des fonds, ils font ça en 3 semaines. Il y en a d'autres, ils prennent 9 mois. Donc, c'est vraiment, il y a de tout en fonction du deal et de la taille. Donc, du coup, un tips en termes nouvelles tips, c'est préparez-vous en termes de timing. C'est-à-dire, n'allez pas avoir des fonds quand vous êtes vraiment court en cash. Parce que du coup, déjà, le process peut être long. Donc, déjà, la boîte peut avoir des difficultés financières en cours de route. Et, entre guillemets, un investisseur aime investir dans des performeurs. Donc, si vous lui expliquez que vous êtes en cours de cash et que vous êtes sur le point, entre guillemets, de mettre la clé sous la porte, ça ne va pas vraiment l'attirer. Donc, l'investisseur veut des boîtes performantes sur lesquelles il peut être assuré. Donc, veillez à être prêt à avoir, entre guillemets, entre 4 et 9 mois de cash, ou de cash disponible, que ce soit par votre business ou en réserve, pour gérer une levée de fonds. Donc, souvent, d'où le fait qu'on dit que quand on veut lever des fonds aussi, c'est souvent au moment où on n'en a pas besoin. C'est au moment où entre guillemets, on peut le faire. Donc, préparez-vous en amont, analysez un peu toute cette partie-là, et à partir de là, du coup, vous pourrez aller
attaquer les investisseurs. En termes de documents de levée, nous, vous savez, c'est les 3 gros points. Donc, les 3 premiers, c'est ce qu'on appelle le pitch deck, le teaser et le BP. Le pitch deck, alors c'est basiquement les slides que vous présentez à un investisseur qui peut être entre 8 à 12 slides, sur lesquels vous allez aborder toutes les phases, tous les différents axes d'analyse de votre société. Du coup, il y a différents axes que je vais vous expliquer. Et peut-être on reviendra un peu plus en détail, parce que je pense que ça prend beaucoup de temps, donc je vais laisser un peu plus de temps pour Eric aussi pour s'exprimer, qui sont donc le besoin du marché. Donc, est-ce que votre besoin est clairement exprimé, votre proposition de valeur, s'il y a ce qu'on appelle, nous, un fit entre le marché que vous attaquez et votre produit, le marché en lui-même, la taille de votre marché, est-ce qu'il est suffisamment gros pour devenir un géant du milieu, votre produit, votre business model, donc comment vous gagnez de l'argent, votre stratégie vente et marketing, au go-to-market aussi, ce qu'on appelle, donc la mise sur le marché, savoir comment vous allez distribuer votre produit ou service, la compétition, c'est-à-dire la concurrence en place, votre avantage compétitif, donc qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur ou indéboulonnable par rapport aux autres, vos KPI de traction métrique, c'est-à-dire vos métriques de performance, et voir un peu ce qui prouve que vous êtes vraiment, que entre guillemets, le train est déjà parti et qu'il s'agit de sauter dedans. Votre roadmap, donc savoir un peu où est-ce que vous allez aller plus tard avec le cash qu'on va vous offrir. Enfin, vous offrir investir en vous, nuance, pardon. Donc, c'est quand même il y a quand même un deal qui se fait. Vos KPI financières, votre équipe, savoir, donc c'est très important de savoir qui vous êtes et votre force. Et enfin, votre besoin en financement, donc, ce qui est la base. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui va se construire un peu votre pitch deck. Donc là, à partir de là, il y a tous les éléments qu'il faut pour analyser votre dossier. Et du coup, c'est ce qui concerne le pitch deck. Un teaser, c'est une version raccourcie qui fait à peu près entre maximum 4-5 slides, qui résume un peu les éléments clés et que vous souhaitez, les éléments clés que vous souhaitez partager à l'investisseur pour lui attirer l'attention. Donc le jeu, c'est pas de tout mettre, c'est de mettre uniquement les éléments les plus importants et lui donner envie de venir vous voir ensuite pour en savoir plus. Et enfin, votre business plan, c'est vraiment la partie où il y a toute la partie structuration financière, d'où est-ce que vous voulez aller et vos hypothèses bonnes, moyennes ou moins bonnes. Donc voilà à peu près ce qu'il faut en termes de documents. Et là, je vous donne le minimum. Après, il y a la data room pour revenir un peu plus en détail si vous avez des questions là-dessus. Donc voilà. Et enfin, en termes de tips, du coup, nous, à Euroquity, si vous voulez, donc nous, on a vu à peu près, sur la partie Afrique uniquement, on a fait une vingtaine de sessions de pitch. Du coup, on a accompagné à peu près plus d'une centaine de boîtes, 120 boîtes, et en termes de levée de fonds, faite par les sociétés. Donc, on a à peu près un taux de closing de 28% pour 200 millions de levées cumulées. Donc, on a fait passer des boîtes de tout niveau, et notre travail, c'est de les aider à finir leur discours et comment gérer leur relation investisseur. Et du coup, nous, voilà ce qu'on a pu voir déjà, les trucs tout bêtes en termes de tips qu'on peut retenir. C'est quand vous rencontrez un investisseur déjà, c'est bête, hein, mais c'est quand une recherche d'emploi, c'est ne faites pas des mails types que vous envoyez à un investisseur. Ce qui est important, c'est de comprendre l'investisseur que vous avez en face. Chaque investisseur a ce qu'on appelle une thèse d'investissement, c'est-à-dire une stratégie. Donc, en fait, chaque fonds, il n'investit pas dans tout, à tous les stades. Et certains investissent dans des secteurs définis ou des niveaux d'investissement définis. Il s'agit des géographies définies. Donc, il s'agit un peu de comprendre déjà quelle est la stratégie avant de pouvoir contacter le fonds ou entrer en contact avec le fonds ou l'investisseur, le B1. Donc, il s'agit du coup de pouvoir faire un mail ou un message personnalisé. Donc, ne faites pas des mails globaux où il y a plein d'informations, essayez d'être le plus sharp possible. Généralement, on conseille de faire entre 5 et 10 lignes max pour un mail d'accroche. Donc, j'ai même 5 lignes. Donc, le jeu, c'est de pouvoir attirer l'attention sur les KPI, sur la proposition de valeur, sur le marché que vous allez attaquer et sur les métriques l'attraction que vous avez pu développer. Donc là, c'est des informations clés qu'un investisseur a besoin pour savoir s'il est juste attiré ou pas déjà. À qui il faut s'adresser. Dans un fonds, en fait, on va se dire, on va attaquer directement le preneur de décision. Non, ce n'est pas le but. En fait, un fonds est structuré en hiérarchie, comme dans une structure. Il y a les analystes, il y a les associates, il y a les directeurs d'investissement et il y a les partenaires pour les grandes catégories. Et c'est l'analyste, en fait, qui se charge de tout sourcer le deal. Donc, le partenaire, lui, son travail, l'analyste se charge de sourcer les deals. L'associate, il se charge d'aider l'analyste et de traiter un peu tout le processus. Le principal, c'est lui qui voit un peu tous les deals et qui fait un peu la revue de tous les deals qui passent. Et le partenaire, c'est lui qui prend la décision finale. Donc, c'est un peu structuré comme ça. Après, chaque fonds est un peu différent, mais généralement, c'est un peu ça ce qui se passe. Et bien, du coup, qui va être votre premier point de contact?
à part si vous avez rencontré un partenaire dans un événement ou autre, ça va être l'analyste. C'est lui, en fait, qui va pouvoir voir votre dossier et l'analyser. Donc, je vous conseille toujours de repérer les analystes. Donc, souvent, dans les analystes, c'est ceux qui sont les plus juniors ou aussi les stagiaires. Il ne faut pas négliger, entre guillemets, les stagiaires ou les alternants. Parce que c'est eux qui sourcent les dossiers. Donc, entre guillemets, c'est votre porte d'entrée. Donc, si vous voulez, entre guillemets, si vous sollicitez uniquement les grands preneurs de décision, ça peut être beaucoup plus long. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à rencontrer les analystes ou associates, qui sont du coup aussi pareil, qui aussi peuvent sourcer des dossiers, mais un peu moins. Mais c'est surtout les analystes qu'il faut cibler. Du coup, ça eux, du coup, vous devrez donc entrer en contact ou faire des messages ou échanger par téléphone avec eux. Et une fois que vous avez fait ça, le jeu, c'est de programmer un call d'une demi-heure auquel vous allez pouvoir présenter votre boîte. Et pendant ce call-là, il s'agira de présenter rapidement votre boîte, peut-être entre 5 et 10 minutes, pour conserver du temps pour des questions. Et pendant ce moment-là, en fait, déjà, quand vous allez présenter votre boîte, ne lisez pas, juste ne faites pas que lire le deck, parce que souvent, c'est ce qui peut arriver. Le deck est là pour apporter des éléments, et vous, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, c'est d'apporter du contenu aussi à ce moment-là. Donc, du coup, n'hésitez pas à ne pas trop lire votre deck. Deuxièmement, conservez un peu d'éléments en réserve pour des questions. Donc, si vous avancez tout au début, du coup, le jeu, c'est de garder un peu d'éléments pour donner un peu envie, donner le message à l'investisseur qui est que vous avez des questions, on a toujours des éléments intéressants à vous apporter pour qu'il puisse avoir envie de creuser dans votre boîte et de fouiller un peu plus et de s'intéresser. 3, je dirais, c'est d'être un peu data-driven. C'est vrai que souvent, surtout quand on est au début, les entrepreneurs ont beaucoup une vision, c'est votre force. C'est bravo à vous là-dessus. Et il faut être aussi data-driven, c'est-à-dire connaître ses chiffres en termes de marché, en termes de traction, en termes de besoin de financement. C'est les 3 niveaux, on va dire, obligatoires. Savoir comment analyser son marché, pour savoir combien on vise. Typiquement, dire notre marché, c'est 300 milliards. Ça va, OK, mais il faut cibler un peu plus. Parce qu'en fait, là, l'image le signal que vous donnez, c'est on ne sait pas trop comment le marché est structuré et c'est le marché qu'on veut viser, mais on voit uniquement la picture globale. Donc, il s'agit d'être un peu plus précis. Votre action, c'est avoir vos KPI, tenir vos KPI pour montrer à l'investisseur que vous tenez votre boîte et que vous savez où vous allez. Et enfin, votre besoin de financement, parce que parfois, c'est vrai que le besoin de financement, il n'est pas clair, et du coup, s'il n'est pas clair, du coup, l'investisseur, il ne va pas pouvoir devenir à votre place. Et donc, voilà à peu près les grands axes qu'il faudrait avoir. Et enfin, dans votre relation investisseur, déjà, relation investisseur, ça se fait sur le long terme. Donc, il ne s'agit pas de toquer à la porte un jour et de dire que j'ai besoin de financement. C'est des relations interpersonnelles. Et du coup, c'est des relations qu'on doit traiter sur le long terme. Donc, je vous invite. Du coup, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est que dès que vous pouvez, dès que vous pensez, commencez à créer votre réseau d'investisseurs, dans des événements, rencontrer des investisseurs, échanger avec eux juste pour présenter votre boîte, expliquer un peu qu'il y a quelque chose à aller voir. Et des fois, ne vous attendez pas forcément à ce qu'il va investir tout de suite. Donc, créez votre relation pour que le jour J, c'est comme pour un réseau en fait. Pour construire un réseau, ce n'est pas pour demander tout de suite un service. C'est pour demander un instant T, à J plus, je sais pas, M plus combien, qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être besoin de lui pour regarder son dossier parce que vous êtes en cours de levée. Et là, il connaîtra votre boîte. Et il dira, OK, je vais regarder. Envoie-moi le dossier et ça va être beaucoup plus simple. Et enfin, tenir un CRM, tout bête, mais tenez un Excel où vous tenez en fait, parce que souvent c'est un peu, on parle à un invest, après on parle à un autre, puis en fait on a déjà vu le premier. En fait, des fois c'est un peu compliqué. Donc, tenez un CRM sur lequel vous allez lister un peu les fonds que vous voulez rencontrer, les invests, et commencer à monter votre réseau comme ça. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de manière pratique. Ce serait de tenir un CRM de tous vos invests, savoir où vous êtes dans les discussions, voir où vous êtes dans les updates, comme ça, à l'instant T, quand vous souhaiterez lever, vous aurez déjà peut-être 15-20 investisseurs dans votre réseau qui seront actionnables. Donc, vous pourrez envoyer un message, un SMS, un WhatsApp, et qui vous répondront. Et à partir de ça, ça sera beaucoup plus simple pour lever. Et c'est un peu dans ce genre de cas de figure-là qu'on apprend des levées qui sont faites en 3 semaines, des levées qui sont faites en un mois, des gens qui lèvent alors qu'ils ont moins d'avancer dans leur projet que peut-être le vôtre. Donc, c'est une question aussi de réseau. Donc, c'est vraiment un gros travail là-dessus qui peut prendre du temps. Donc, voilà, je suis désolé, j'ai pris énormément de temps. Non, pas du voilà tout. un peu les tips. Et je mettrai aussi dans le chat, si peut-être, où je partagerai peut-être après, quelques ressources qui peuvent être intéressantes pour monter votre deck, notamment, qui sont intéressantes. Et voilà.
Merci beaucoup, Ange, pour toutes ces informations sur le processus d'investissement, les tips partagés. Avant de passer la parole à Eric, moi j'ai juste une question. Dans un pitch et dans effectivement le travail effectivement de la présentation projet que mène l'entrepreneur, quel rôle joue aujourd'hui une approche RSE auprès des investisseurs? Bonne question. Du coup, alors qu'est-ce que joue une approche RSE? Alors moi, de ce que je peux voir, en fait, une approche RSE peut avoir de l'importance comment dire ça? C'est en fait, alors, je vais plutôt retourner la question. C'est qu'en fait, il y a des fonds, en fait, il y a des fonds qui ont différents types de thématiques, et on a ce qu'on appelle des fonds impact. Donc, c'est des fonds dans lesquels leur but, c'est de privilégier donc l'impact donc sociétal ou écologique, social et écologique ils privilégient cette partie-là plutôt que la partie économique. C'est-à-dire que du coup, eux, leur intérêt, c'est de viser des boîtes dans lesquelles notamment l'aspect sociétal ou l'impact sociétal, social ou écologique est le plus fort. Parce que c'est leur thèse d'investissement, parce que leur LP ont choisi d'investir en eux pour ça. Et du coup, ils vont privilégier des boîtes dans lesquelles peut-être la stratégie RSE ou plutôt l'axe de développement de la boîte est orienté vers cette partie-là. Donc, pour ces fonds-là, ça peut avoir une importance de développer cet aspect-là et ça peut aussi avoir une grande importance dans le choix de la boîte dans laquelle ils vont analyser. C'est-à-dire que, par exemple, on a des fonds qui ont deux grilles d'analyse. Une grille d'analyse business, comme tous les fonds, mais aussi une grille d'analyse impact RSE. Donc, du coup, les deux grilles prévalent. Donc, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Parfois, si, mais les deux grilles prévalent, quoi. Alors que peut-être que pour d'autres fonds, ça va être différent. Ils ont d'abord, pour eux, le parti RSE, ce sera top, ce sera du bonus, quoi. Mais ce ne sera pas le critère premier dans leur choix d'investissement. Donc, c'est des choix pour la stratégie RSE est importante vraiment pour des fonds impact. Très bien. Merci beaucoup, Ange. Eric, je vous propose à présent effectivement de prendre la parole. Merci d'avoir patienté et de partager à votre tour vos informations concernant effectivement les plateformes et les outils dans le cadre d'un investissement à l'ère du numérique. À vous, Eric. Merci beaucoup. Ah, on vous entend. Merci Virginie. Alors, je vais partager le slide. Alors, je vais mettre l'écran. Est-ce que vous m'entendez là? On vous entend, tout à fait. D'accord. Je disais que je vais partager un support de slide. D'accord. Voilà. Alors, plus tard. Alors, j'arrive pas à être autorisé à partager là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense qu'il y a déjà un partage en cours. Ah, je vais arrêter mon partage de manière à ce que vous puissiez partager le vôtre. D'accord, très bien. Je vous en prie, Eric. Voilà. Alors, plusieurs participants. Voilà. Partager option. Ouais, bon. Voilà, c'est pas très grave. Je pense que je vais réessayer une dernière fois. Ah oui, c'est bon. Écran entier. Hop. Fiat Top Invest. Voilà, autorisé. Parfait. Est-ce que vous me dites quand vous voyez les slides, hein? C'est parfait. Bon? C'est parfait. Parfait. Bonjour à tous. Merci à Virginie et puis à Anima d'organiser cette rencontre avec des entrepreneurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des questions. J'ai à peu près combien de temps, Virginie? Vous disposez d'un quart d'heure pour effectivement prendre la parole. Très bien. Voilà. Ah, donc, je suis Eric Tonfo. Donc, la présentation a été très, très bien faite de ce que je fais. Donc, je ne vais pas y revenir. Mais je vais directement aller sur la thématique de la journée, hein, le financement à l'ère du numérique. Et je vais commencer par remonter d'un cran en disant que depuis 10-12 ans, on participe en fait à une nouvelle approche économique qui a beaucoup de collaboratifs en elle et qui est marquée par la désintermédiation entre acheteurs et vendeurs.
ou en tout cas la désintermédiation entre les différentes faces d'une transaction économique. C'est comme ça qu'on a du partage de voitures avec Blablacar, on a du Airbnb et tout ce que vous connaissez en collaboratif. Et le financement participatif, évidemment, fait partie de cette nouvelle approche économique et au sein de laquelle, cette fois-ci, on va désintermédier la banque essentiellement ou alors même parfois des fonds d'investissement. Et c'est ce qu'on appelle la finance alternative. Alors, elle se déroule notamment par différents mécanismes. Le premier, le plus connu, est le financement participatif, hein, appelé crowdfunding, mais aussi les cagnottes en ligne. Alors, la finance alternative regroupe aussi d'autres mécanismes comme les prêts entre particuliers, hein, qui permettent justement encore d'aller dans un cran Ça coupe, Eric. On vous supplémentaire de vous avez perdu. désintermédiation avec Voilà. les banques. Un petit extrait de rapport 2020. Ah, ça coupe un peu, c'est ça? Un peu, oui, tout à fait. Je vais. D'accord. Je pense que mon Wi-Fi, oui, effectivement, quand je parlais, j'avais des coupures de 2-3 secondes. J'espère qu'elles ne seront pas trop nombreuses pour qu'on puisse m'entendre. Donc, je disais que le schéma en dessous indique en fait les chiffres du financement participatif en France en 2021. 576 millions d'euros qui ont été déposés sur les plateformes. C'est vraiment un gros chiffre et ça montre l'importance de cette finance alternative, par exemple, dans un pays comme la France. L'Afrique, aujourd'hui, bénéficie très peu du financement participatif, d'où un peu le plaidoyer que nous faisons chez Fiatop et Fiatop Invest pour vraiment amener d'une part les entrepreneurs à s'intéresser à ce mécanisme de financement, mais aussi des donateurs, des angels, des investisseurs participatifs à venir croire en des projets sur le continent. Voilà. Alors, je présente là, c'est un schéma qui a un petit peu de subjectivité, hein. Il n'est pas absolument vrai, Est-ce que vous parfait. pouvez nous mettre Il sur montre le un peu. schéma? Et Eric, on ne visualise pas le schéma. Votre écran est sur le slide 6. D'accord. Pourtant, je suis bien. Alors, je vais revenir sur Voilà, ça y est, on y arrive. D'accord. On est bon. Là, là, on est bon. Donc là, je reprends le bon slide. Là, c'est bon? Oui, le slide 4, tout à fait. D'accord. D'accord. Et donc, voilà. Donc là, je schématise un petit peu les grandes étapes. Alors, ce n'est pas complètement parfait, hein, mais globalement, jusqu'à 25 000 euros, et ça, ce n'est pas que du financement participatif, vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre de financements comme les concours de start-up, les aides publiques, les prêts d'honneur, du crowdfunding, pardon. Et entre, on va dire, 20-25 000 euros et 200-250 000 euros, vous allez avoir notamment du crowdfunding en lending equity, beaucoup de business angels et qui vont pouvoir intervenir, un certain niveau de subvention, hein, sur des gros projets et puis un peu de fonds d'amorçage. Et après, vous aurez du capital risque et développement, ce qui rejoint ce qu'a présenté Ange. Donc, tout ça pour tomber sur les différents mécanismes de financement participatif qui existent. Donc, vous avez les plateformes de dons, les plateformes de prêts et les plateformes de prise de participation. Et donc, à chaque fois, on retrouve, les mécanismes financiers classiques. Ce qu'a présenté Ange pour l'investissement se retrouve vrai complètement quand on aborde un financement participatif par prise de participation. Et donc, le but là aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de Fiatop Invest, de vous parler à la fois de cet outil numérique, mais aussi de finalement ce que c'est un financement participatif par investissement. Voilà. Donc, nous, on a lancé Fiatop Invest fin 2020 à l'issue de 6 ans de financement participatif par don pour répondre à la grosse problématique de l'insuffisance des solutions de financement de start-up et PME africaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gros gap de financement, notamment sur du pré-amorçage, un gap qui ne se remplit pas parce que les fonds d'investissement n'y vont pas. Pour une raison simple, c'est que financer une boîte à 50 000 euros, c'est aussi cher que financer une boîte à 300 000 euros. Et donc, on comprend que les fonds qui vont aller chercher beaucoup d'impact financier vont être réticents. Et donc, l'opportunité qu'on avait, c'est celle la prépondérance d'une diaspora africaine soucieuse d'impact
Et d'où cette solution de plateforme qui mobilise non seulement les diasporas africaines, mais aussi des épargnants européens, français ou autres, qui ont envie d'impacter le continent et d'investir dans des petites et moyennes entreprises, avec un impact de 30 projets à l'horizon 2025. Les thématiques qu'on finance, c'est les thématiques qu'on retrouve historiquement sur Fiatop, donc beaucoup d'énergie renouvelable, un petit peu de digital, beaucoup d'éducation et de santé, de l'agroalimentaire et puis du Made in Africa, du mode, mais plutôt Made in Africa. Alors, si on prend la plateforme Fiatop Invest, c'est donc une plateforme de crowdfunding par investissement. Et évidemment, ce qu'a dit Ange, comme je disais tantôt, il est tout à fait vrai, puisque quand on parle de crowdfunding par investissement, on parle plutôt de personnes, en général des personnes physiques, mais qui vont avoir la même rationalité du gros investisseur, à ceci près qu'ils vont y mettre un peu plus d'émotivité. Ils vont y mettre un peu plus d'émotivité. C'est parfois de la love money parce que c'est des gens qu'on connaît. Et donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais il ne faut pas oublier que nous, plateforme de financement participatif, c'est nous qui faisons ce travail de crédibilité parce que quand un chirurgien dentiste sénégalais vient investir sur un projet agroalimentaire dans la région par exemple, de Ziguinchor, il nous fait confiance pour valider un certain nombre de critères qui sont présentés. Alors, notamment le fort impact social, ça fait partie de notre ADN. La solidité du modèle économique, gage de pérennité beaucoup plus que les chiffres. Je le dis parce que les entrepreneurs, souvent, quand ils pitchent, ont le sentiment que c'est vraiment en mettant les chiffres les plus importants qu'on fait un pitch sérieux. Je peux vous dire qu'un angel, un investisseur ou nous, plateforme de financement, on regarde d'abord la solidité du modèle économique. Les chiffres ne sont qu'une traduction. Les chiffres ne sont qu'une traduction de cette solidité-là. C'est pour ça qu'au lieu d'impressionner par les chiffres, mieux vaut impressionner par le modèle économique et sa force. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Très bien, Eric. Oui. OK, super. Et donc, nous, ce qu'on va regarder aussi en tant que plateforme de crowdfunding, donc faire ce travail pour nos angels qui sont à la différence peut-être des angels classiques dont parlait, qui vont des personnes pas toujours très au fait de l'investissement. Ça ne va pas être des serial investisseurs, ça va être parfois des primo-investisseurs, des gens intéressés par leur pays, par l'utopie du retour, l'utopie du give back. Voilà, je vis en Allemagne, je vis en France, mais j'ai envie de faire du give back à mon pays, au Mali, etc. Voilà, et au Bénin. Et donc, je fais du financement participatif. J'investis dans des projets. Donc, on va regarder, on va s'assurer que l'entrepreneur connaît très bien son secteur. Pourquoi très bien connaître son secteur? Eh bien, parce qu'un entrepreneur qui connaît très bien son secteur, c'est un entrepreneur qui peut faire évoluer son modèle en fonction de la situation économique ou la situation en fonction de la variation économique. C'est-à-dire qu'on entre, par exemple, dans une période de Covid comme on a vécu il y a 2 ans, c'est l'entrepreneur qu'on va regarder, c'est celui qui peut avoir la résilience pour faire évoluer son modèle. Donc, évidemment, le profil de l'entrepreneur est clé. On regarde, on s'intéresse beaucoup à son profil, sa personnalité, parce que quand on va donner, quand on va libérer 50 000 ou 100 000 euros à un entrepreneur, on veut s'assurer quand même que derrière, il va continuer à nous parler, il va nous écouter pour faire le meilleur usage possible des fonds. Et parce que derrière, on a des investisseurs participatifs qui attendent aussi. Voilà. On va aussi s'intéresser à quelqu'un qui a une belle vision d'avenir et évidemment, un développement commercial soutenu est un gage de pérennité. Ça, les entrepreneurs ne le comprennent pas aussi. Mais on n'investit pas dans une boîte au niveau de l'idée. Moi, je vois encore beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui viennent voir une plateforme de crowdfunding par investissement et qui nous disent « j'ai une idée ». Je leur dis, si vous voulez, il y a des gens comme Elon Musk pour lesquels on peut investir dans une idée parce qu'ils ont fait la preuve 3, 4 fois, 20 ans que chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils le transforment en licorne plus. Alors, si vous venez avec une idée et que vous n'avez pas ça en track record, c'est très, très compliqué qu'un investisseur vous fasse confiance sur une plateforme. Donc, il faut venir avec du track record. Il faut venir, quand on vient demander, quand on veut lever 100 000 euros, il faut faire la preuve que régulièrement, sur 2 ans, on a fait 30, 40, 50, 60 000
d'euros de chiffre d'affaires. C'est avec ça, voilà. Et donc Fiatop investe en gros. Alors, les étapes de l'investissement, Ange en a parlé, mais peut-être revenir globalement. Hein. Là, on fait du participatif, c'est un petit peu différent. Donc, nous, on va commencer par regarder les entrepreneurs. Hein. Ça, c'est sur un processus qui va entre 6 mois et 1 an. Le temps de s'intéresser à l'entrepreneur, de voir comment il travaille, de revenir, d'aller visiter son outil de production et de le présenter à notre comité d'investissement une fois, 2 fois, de valider. Voilà, donc on va avoir cette étape de préparation. Ensuite, on va passer à la due diligence, mais juste avant cela, on va valider l'intérêt auprès des investisseurs. Quand on fait du crowd investissement, on est particulier à ceci qu'à la différence d'un fonds, on n'a pas les fonds. Ce sont les angels qui ont les fonds. Et donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un processus de due diligence coûteux s'il n'y a pas assez d'investisseurs particuliers, d'angels, qui ont dit on y va, on est intéressé, on est fortement intéressé. Voilà, donc on fait ça. Et ensuite, la levée proprement dite, bon, ben, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qu'a présenté Angers. C'est un processus de levée classique avec de l'ingénierie financière pour dire tant d'argent fonds, tant de parts, sortie au bouton, etc. Donc, campagne de levée de fonds. Alors, quand même, à la différence d'un investissement classique en crowdfunding, et je vais en parler tout à l'heure quand je parlais de sociologie du financement participatif, quand on fait du crowdfunding, ben, on utilise ces réseaux proches pour aller chercher soit des donateurs en dons, soit des angels, des investisseurs en investissement. Et ça, c'est un processus ben, qu'il faut démarrer au début de la vie de l'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir, même en crowd d'investissement, c'est très compliqué d'accompagner un entrepreneur qui n'a aucun investisseur autour de lui. C'est un processus, le financement participatif, c'est vraiment amener les gens vers son projet. Mais pour amener les gens vers son projet, vous avez besoin de premières personnes qui croient en vous, de primo-investisseurs qui, même pendant la levée, vont venir mettre les premiers 3 000, 4 000, 5 000 euros avant que d'autres abondent d'amis. De tout à l'heure, voilà, Ange parlait de faire venir des investisseurs par les premiers angels. Eh bien, c'est les premiers qui vont assurer l'arrivée des autres. D'accord? Et donc, enfin, ben, le post-investissement, il est tout aussi important. Ben, on va signer un contrat de suivi et surtout, on va accompagner l'entreprise pendant 3-4 ans pour s'assurer qu'elle puisse tenir. Alors, gestion du risque financier, c'est important que je dise un mot là-dessus parce que ce qu'il faut comprendre quand on est entrepreneur, c'est que la seule chose qui intéresse un investisseur ou une plateforme d'investissement, c'est de s'assurer que ce n'est pas trop risqué d'investir dans votre entreprise, dans votre projet. Et ce slide, on le présente en général aux investisseurs ou aux personnes qui viennent investir dans les projets qu'on leur présente. C'est de dire que ben, nous, on paye une attention au choix des entrepreneurs. Je vous ai dit 6 mois, 1 an. On choisit nos experts conseils, ceux qui font la due diligence et qui accompagnent les entrepreneurs. Et puis, ben, on s'assure de bien les accompagner. Donc, c'est ça vraiment les gages. Je vous interromps juste une seconde. On me demande dans la discussion, effectivement, que vous fassiez défiler vos slides pour pouvoir suivre votre discours, si c'est possible de votre côté, s'il vous plaît. Ouais. Ben, ouais, alors je vais laisser en mode dans ce mode-ci. Comme ça, je suis sûr que tout le monde voit mon écran là. Tout à fait. Voilà, je vais laisser dans ce mode pour être sûr que tout le monde suit. Et donc, j'étais à la gestion du risque financier. Voilà. Et donc, Fiatop Invest vient à partir de Fiatop, financement participatif par don, Fiatop, donc qui existe depuis 2015, qui a financé aujourd'hui 62 projets, une moyenne de 5 500 relevés, c'est vraiment du préamorçage, hein, voilà, et puis une communauté de 4 260 financeurs. Donc, vraiment, aujourd'hui encore, on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir pour du crowd d'investissement, qui ont fait avec nous une levée de fonds. Et vraiment, les 2 véhicules existent en parallèle, un véhicule don et un véhicule investissement avec beaucoup de vases communicants. Comme je disais, parfois, il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir pour un investissement et on ne les juge pas assez mûrs. À ce moment-là, on va leur proposer de faire déjà un crowdfunding en don pour valider une communauté, valider la pertinence de ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont lever 10 000 euros. Puis après, peut-être 1 ou 2 ans après, ils vont pouvoir revenir en investissement. Donc voilà, donc sociologie du financement participatif, c'est important de comprendre que quand on fait du financement participatif, ben, on implique son entourage.
Hein, voilà, c'est vraiment la spécificité de ce mode de financement. C'est d'impliquer son entourage et ça, il faut le faire depuis la conception de son projet. Ne pas hésiter. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui disent, je ne parle pas de mon projet parce que j'ai envie qu'on le copie. Ben non, 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 non. À partir du moment où vous avez la même formation qu'une autre personne qui est à 10 000 km de vous, il y a de très fortes chances que vous avez le même environnement de vie, la même formation. Il y a de très bonnes chances que vous débouchiez sur la même identification de ce qu'on appelle un manque qui va amener à une solution. Donc la question, ce n'est pas de cacher ce qu'on fait, la question, c'est de l'exécuter. Voilà. Donc, son projet, il faut en parler dans un avion, il faut en parler dans une salle d'attente, il faut en parler partout. Si vous êtes vous faites du sport, partout, il faut parler de votre projet parce que vous ne savez pas d'où viennent vos soutiens. Je peux vous raconter de belles histoires avec Fiatop et tous les soutiens qu'on a eus, nous-mêmes en tant que véhicule, hein, puisqu'on a levé des fonds participativement. Hein, voilà, on a fait on a fait pour se financer ce qu'on aide les entrepreneurs à faire aujourd'hui. Et donc, vraiment, ça, c'est la première chose. Vraiment, constituer un réseau, parce qu'en participatif, ça compte. Ensuite, c'est ce réseau aussi qui va vous permettre de relayer la bonne nouvelle, de relayer sur les réseaux sociaux ou autres, le fait que vous faites une levée de fonds, le fait qu'il y en a déjà qui croient en vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle typiquement la mécanique des cercles. La mécanique des cercles, des 3 cercles hein, en financement participatif. Donc, le premier cercle, c'est ces associations, des angels qui vous connaissent, ils vont faire partie du premier cercle. Et voilà, ils vont, même votre incubateur, ils vont vous soutenir et ils vont crédibiliser votre démarche parce qu'ils vont être les premiers à investir ou à donner. Ensuite, le second cercle, hein, c'est tout ce nuage de personnes que vous allez rencontrer lors d'événements. Ça va être d'autres angels que les premiers vont vous apporter. Ça va être une émission à laquelle vous avez participé et les personnes qui étaient présentes. Voilà, qui vont être ces relais de confiance. Et enfin, le troisième cercle, c'est un peu le grand public. C'est tout ce que vous allez engranger de soutien pendant votre levée de fonds. Et ça, il ne faut pas le négliger. Quand vous passez dans une radio, c'est toute l'audience qui va s'intéresser d'un coup à votre projet et qui va être susceptible de venir y investir. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand on fait du financement participatif, on prépare sa communauté. Alors, évidemment, quand on fait du crowd-investing, il n'y a pas que la communauté qui investit, comme je disais. Il y a tous ceux qui viennent autour parce qu'ils comprennent l'impact social, parce qu'ils comprennent l'intérêt financier de votre projet, parce qu'ils comprennent ce que vous apportez, la valeur. Il faut savoir qu'en participatif, plus on a de l'impact social, plus on a du participatif. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on on ne va pas avoir le même degré de succès participatif si on fait un hôtel à Bamako que si on fait, par exemple, une entreprise de formation en métier d'hôtellerie pour personnes sourdes et muettes. L'impact social est très lié au participatif, mais les règles du financement ne changent absolument pas. Et donc, pour terminer, donc l'écosystème du financement Fiatop Invest. Donc, nous, comme les autres plateformes de financement participatif, hein, on vogue autour d'un écosystème avec donc en haut des financeurs, comme vous pouvez voir sur le slide. À gauche, les angels, c'est des épargnants. C'est des personnes que toute l'année, on va mobiliser en leur disant, ben, écoutez, on prépare pour vous des projets à fort impact, des projets à valeur, venez les regarder, venez les voir pitcher. On travaille avec des fonds d'investissement parce qu'on fait du co-investissement, c'est important, parce que les fonds, en général, ils ont plus, on va dire, de capacité de due diligence ou de préparation des entreprises que nous. Et donc, parfois, c'est intéressant sur un fonds qui a prévu une enveloppe de 300 000 € pour une pépite, mais ne peut pas couvrir à 350 000 ses besoins. Eh bien, ils vont faire appel à nous pour qu'on intervienne en participatif. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, on a aussi des clubs d'investissement qu'on va démarcher et qui vont venir, des clubs d'investissement qui vont venir nous mettre un peu de cash. Ça va être des clubs de diaspora qui sont organisés pour apporter leur impact.
Donc, on va aussi à leur rencontre pour leur faire part de ce qu'on fait en matière d'investissement et en matière d'accompagnement de projets. Et puis, tout en bas, on a les porteurs, on a les projets, avec aujourd'hui une priorité sur FIATOP sur 5 pays, Bénin, Cameroun, Sénégal, Burkina et Côte d'Ivoire. Cela dit, on ne s'interdit pas de regarder d'autres pays parce que c'est d'abord la qualité des projets qu'on va regarder. Hein, voilà, la qualité et la capacité à être pérenne des projets. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour laisser peut-être un petit peu de place à l'échange parce que je pense que c'est aussi avec l'échange que on peut tirer vraiment de la valeur sur ce genre de webinaire. Et répondre plus précisément, effectivement, aux attentes des entrepreneurs. Merci Eric. Moi, ce que je retiens aussi beaucoup de vos 2 interventions, c'est que même à l'heure du numérique, il est important de travailler ses réseaux, sa visibilité et effectivement de développer son écosystème pour démultiplier l'impact que l'on peut avoir avec son projet. Donc, travailler l'hybride, à la fois une présence effectivement et une visibilité digitale, mais aussi continuer à participer à des clubs, à des réseaux, à des événements pour parler effectivement également en réel et en physique, continuer à pouvoir promouvoir et pitcher son projet. Merci beaucoup, Eric, pour votre intervention. Je vous propose à présent de répondre aux questions. Donc, j'invite les participants à soumettre effectivement voilà, leur demande. Alors, pour démarrer, nous avons Amine Neb qui nous demande quel est le taux des projets start-up dans une totalité de projets. Qu'est-ce que représente effectivement le nombre de startups dans un nombre total de projets soumis ainsi que leur part de financement global? Ange, je vous en prie. Yes, vous allez dire. Alors, j'imagine que c'est une question plutôt large. Je pense que ça peut nous concerner pour nous deux. Hein. Alors, je vais répondre au nom d'Heroquity. Quel est le taux de projet startup relativement à la totalité des projets? Voilà, c'est une question assez pointue parce qu'en fait, j'allais vous dire, nous, sur Heroquity, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, nous, sur Heroquity, on a plus de 19 000 sociétés. Il y en a un très grand nombre dont c'est des startups, en fait. Je ne pourrais pas vous dire, en fait, c'est vrai, c'est une question très compliquée. Ce que je sais, c'est qu'au global, nous, si vous voulez, on a dans 19 000 boîtes, on a accompagné dans le cadre de sessions de pitch, donc c'est un événement spécifique sur Heroquity, en fait, où c'est concrètement des startups qui montent sur scène pour pitcher devant des investisseurs. Et en fait, le jeu, à la fin, c'est de pouvoir obtenir une mise en relation. Donc, c'est sur critères définis. Et on en a, depuis 3 ans, on en a aidé plus de 900, quoi, un peu plus de 900. Donc, c'est-à-dire qu'en général, ouais, voilà, donc c'est un peu les boîtes qu'on a dû accompagner. Et en général, pour 9 à 10 boîtes sélectionnées, on en a ouais, entre 20 et 30 en amont, quoi, qui passent. Et donc, en vrai, c'est compliqué de répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, au sens global du terme, pour les invests, en tout cas, c'est entre guillemets 90%, voire plus, des dossiers dans lesquels ils investissent, qui sont des startups digitales, en fait, concrètement. Il faut être clair là-dessus. Hein. Je vais plutôt répondre dans ce sens-là, en fait, parce que c'est plutôt compliqué dans l'autre sens. En fait, c'est tous les autres projets du type... alors, les boîtes de services type marketing digital, qui vendent du service, c'est plus compliqué pour les startups, pour les fonds d'investir ou les business angels. Et ça va surtout être des startups. Donc voilà, à peu près. C'est vrai que c'est vraiment votre réponse à la question. Et je réponds comme je peux là-dessus. Et la part du financement global, nous, sur la partie Afrique, on représente 3 ans, ça fait à peu près un tiers des boîtes africaines qui ont levé via Heroquity. Au total, nous, ça fait presque 1 milliard on consolidé de toutes les levées qui sont passées sur Heroquity qu'on a accompagnées. Ça fait, sur 3 ans, ça fait 1 milliard, nous, on a fait 217. Voilà, quoi, donc ça fait 20%, plus de 20%. Donc voilà. Enfin, je sais pas, peut-être que si monsieur, du coup, Amine pourrait juste un peu plus préciser sa question,
peut-être que je pourrais un peu plus l'aider. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de répondre à une question si large, quoi. Peut-être juste quelques chiffres en plus. Donc, en financement participatif, là, sur Fiatop, alors, ce qu'on appelle, je ne sais pas très bien ce que vous appelez start-up, mais grosso modo, c'est des projets en amorçage qu'on finance. Et en don, on a un taux de sélection, c'est-à-dire un ratio entre les projets qui arrivent et les projets qui finissent. On a une sélection d'environ 9%, 9 à 10%. Et en investissement, c'est plus bas, c'est de l'ordre de 5 à 6%. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu, ça vous donne un peu la sélectivité des plateformes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons également Cône de Côte d'Ivoire qui souhaite prendre la parole. Cône, je vous invite à couper votre micro et à prendre la parole. Cône. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci, c'est Koné Lanzeni, sous-directeur à la Direction générale de la diaspora, précisément la Direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora. Voilà, nous sommes heureux de participer à ce webinaire. J'ai deux questions. La première question s'adresse à M. Ange Aïe de BPI France. J'aimerais savoir si dans leurs activités, il y a des banques avec lesquelles ils travaillent ici au niveau de la Côte d'Ivoire, bien des structures d'investissement avec lesquelles ils travaillent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour M. Eric Tafo de Fiatop Invest, pour savoir si eux aussi, de leur côté, ils ont des investissements, des structures, des entreprises de la diaspora, ou bien des investisseurs qui accompagnent au niveau de la Côte d'Ivoire et dans quel domaine ces investissements se font. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour les deux, est-ce que c'est possible de voir dans quelle mesure on pourrait faire une connexion pour voir si on peut accompagner de manière spécifique nos compatriotes vivant à l'extérieur. Merci bien. Donc, merci du coup pour cette question. Donc la première question, peut-être de savoir, est-ce qu'on travaille avec des banques ou des investisseurs en Côte d'Ivoire? Si je ne me trompe pas. Pour des banques, nous, c'est un peu plus… Alors, c'est différent. En fait, on travaille avec quelques banques, plus dans le cadre de démarches B2B. C'est-à-dire que je ne sais pas d'aider des boîtes. Enfin, avec les banques qui on accompagne, le jeu, c'est surtout de pouvoir aider les boîtes à connecter avec d'autres sociétés pour des partenariats business ou autres. Ce sont leurs entreprises clientes qui souhaitent rencontrer d'autres entreprises et faire du business. Un peu comme on pourrait voir dans sa entreprise, ce n'est pas trop lié sur la partie investissement. Du coup, non, j'ai pas, à ma connaissance, on ne travaille pas forcément, pas vraiment en direct avec des banques ivoiriennes. Alors, on travaille avec la banque Attijari, la banque Attijari, qui a du coup des connexions sur l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de vrai focus sur les banques. Cependant, sur la partie fonds d'investissement, oui, on parle avec des fonds d'investissement. Là, de tête, je pense à Savio Venture, qui est un fonds VC implanté en Côte d'Ivoire, lequel on échange assez souvent et lequel on leur transmet des dossiers. Il y a aussi donc, des groupes de business angels aussi. Donc, je pense à Ivoire Angels, je crois, ou Ivoire Business Angels. Donc, c'est un groupe de business angels. Donc, comme j'ai dit, les BA sont des gens qui ont du cash à investir. Bah, du coup, c'est un groupe de BA qui est dédié à l'écosystème ivoirien aussi, dans lequel on aide, dans lequel on discute aussi pour la partie investissement. Et donc aussi, nous, c'est plus des fonds ou des groupes de BA sur la partie Côte d'Ivoire. Ensuite, comment vous pouvez intégrer un peu, comment on peut y avoir des synergies. On peut se faire un call prochainement pour voir un peu ce qui peut être fait entre vous et Rokuti. Donc, ouais, on peut en discuter à ce moment-là. Donc, ravi de pouvoir après échanger ensemble. Et voilà, pour répondre à votre question. Donc, après, on a d'autres projets sur lesquels on développe sur la Côte d'Ivoire, notamment sur la partie B2B. Notamment, donc là, on travaille sur la partie business avec la CGECI et sur un projet un peu plus global sur tous les pays, auquel je pourrais aussi vous parler. Donc, c'est un projet aussi qui se développe plutôt bien. Donc, mais c'est vraiment axé business, ce n'est pas axé investissement, attention. Donc, voilà. Puis donc, en complément, alors, sur votre question sur nos activités en Côte d'Ivoire, oui, absolument. D'ailleurs, en ce moment, on accompagne deux belles entreprises. Une qui s'appelle Bioani
et qui développe des solutions de compost et de nutrition d'animaux d'élevage à partir de larves de mouches noires. Ces deux ariégeois, ils n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire, ils sont partis de la France, ils ont eu leur diplôme d'école de commerce et ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on accompagne ce qui compte chez Fiatop et Fiatop Invest. Ce n'est pas l'origine des porteurs de projets, mais c'est bien la cible géographique et l'Afrique. Et donc, Thibaut et Amaury ont déjà fait Ça coupe, mais on va retrouver Eric. Oui. En don avec nous et un investissement participatif. C'est un projet porté par une entrepreneuse de la diaspora ivoirienne qui a décidé de réinventer le packaging de la tchéké, voilà, et d'en faire, elle en avait un peu marre de ce packaging, un peu, qu'elle disait, un petit peu triste, tel qu'on le voit peut-être dans les quartiers nord de Paris, avec juste une espèce d'emballage plastique. Donc, elle réinvente le packaging et puis elle refait tout un circuit de production de la tchéké depuis les coopératives en Côte d'Ivoire jusqu'à l'arrivée et la distribution en France, en diaspora. Donc, oui, de beaux projets en Côte d'Ivoire et j'espère aussi un partenariat incubateur bientôt. Voilà. J'ai été coupé, Virginie, je pense, pendant que j'évoquais la première entreprise, c'est ça? On a entendu okay, tout à fait. Voilà. D'accord, j'espère qu'on répond bien. Cher monsieur Cohn, est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce que vous souhaitez un complément d'information? Ah, très bien. Bon, écoutez, je crois que vous avez effectivement répondu de manière précise. Est-ce que nous avons, de la part des différents participants, est-ce que vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, une dernière ou deux dernières avant qu'effectivement on clôture ce webinaire? Je vous en prie. Alors, nous avons Freddy Zanga qui souhaite poser une question. Monsieur Zanga, je vous propose de nous poser votre question. Certainement, oui. Non, allez-y par oral, pourquoi pas. Hein. Allez-y par oral. Oui, allez-y, prenez la parole, je vous en prie. Vous n'avez pas le droit d'activer votre micro? Normalement, vous pouvez activer votre micro, monsieur Zanga. Mais sinon, posez-moi la question par écrit, pas de souci, je la partage. OK, là, c'est bon. Formidable. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente, je suis Freddy Zanga, je suis le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion. C'est une organisation patronale qui fait la promotion de l'Afrique à l'international depuis pratiquement 20 ans. Nous avons les mêmes missions qu'une chambre de commerce traditionnelle. Nous organisons des conférences, nous organisons des voyages d'affaires, des forums économiques. Nous sommes partenaires également de nombreux forums économiques de très haut niveau. Mais seulement, notre association a été créée de manière un peu artisanale, c'est-à-dire que nous n'avons pas les subventions de l'État comme une chambre de commerce traditionnelle. Nous n'avons pas le budget de l'État, donc nous avons du mal à nous mettre à un certain niveau comme une chambre de commerce, comme la chambre de commerce de Paris, comme la chambre de commerce du Bénin, qui, elle, a les subventions de l'État. Donc, nous sommes domiciliés dans un centre d'affaires, ce qui n'est pas, qui ne répond pas aux attentes de ce que les personnes souhaiteraient attendre de nous. Nous sommes dans un centre d'affaires, nous ne pouvons pas recevoir des personnalités qui pourtant nous sollicitent. Hein. Nous avons des relations au plus haut niveau avec des institutions, mais sauf que quand ils viennent nous rencontrer,
Ils viennent nous trouver dans un petit centre d'affaires avec des bureaux partagés avec d'autres personnes. Donc, nous avons du mal, pour ne pas être long, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que dès qu'on a une entreprise qui adhère à notre chambre, à notre organisation patronale, il va falloir faire face à certaines réalités qui font qu'on a du mal à être dynamique. Notre site Internet ne répond pas encore aux besoins. Il va falloir trouver un prestataire à qui nous devons payer. Donc, il y a ces contraintes de développement que nous avons. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de trouver un financement qui nous permette de lui présenter notre projet, nos références? Nous avons déjà fait pas mal de choses. Nous avons, par exemple, permis au Cameroun d'être le pays à l'honneur à plusieurs événements, à la fois de Paris, avec de fortes délégations. Nous avons organisé des événements à Istanbul. Nous avons permis à des entreprises d'être présents en Turquie. Nous étions à Las Palmas, mais vous allez vous rendre compte que c'est toujours en essayant de se torturer que nous arrivons à atteindre ces objectifs-là. Donc, nous voulons avoir des bureaux convenables, nous voulons avoir un site Internet d'une organisation patronale africaine. Quand on sait quels sont les besoins des entreprises africaines à se déployer à l'international. La preuve, c'est que quand nous allons à des conférences, à des voyages, nous voyons l'engouement qu'il y a autour de nous parce qu'il y a véritablement un besoin. Sauf que, comme je disais tantôt, notre institution n'est pas encore le reflet de ce qu'elle devrait être. Est-ce qu'il y a une organisation de financement qui peut nous accompagner compte tenu de nos références que nous avons déjà sous la main? Merci beaucoup. Alors, je vais vous… merci de la question. Alors, je vais vous apporter deux éléments de réponse. C'est vrai que vous êtes sur un secteur qui n'est pas nécessairement un secteur évident à financer, mais je vois deux façons de vous financer. Une première façon, aujourd'hui, vous semblez quand même avoir déjà de l'expérience, de la pratique. Moi, je vous recommanderais de faire évoluer votre modèle économique vers les entreprises qui viennent à votre chambre de commerce et leur proposer une série de formations que vous, avec votre expertise, vous pourrez dispenser. Une deuxième chose que je vois, c'est pourquoi pas de faire un financement participatif, mais orienté vers des institutions publiques ou parapubliques, c'est-à-dire que vous faites une levée de fonds par crowdfunding, pardon, mais vous allez voir, par exemple, une agence de promotion d'investissement, vous leur soumettez une demande de fonds. Vous faites une levée auprès de plusieurs acteurs avec l'espoir que les uns et les autres voient que vous avez du crédit parce qu'il y a des organismes qui vous financent. Parce qu'au sortir de là, c'est vrai que vous n'êtes pas sur un domaine qui est évident à financer parce qu'il n'est pas producteur de valeur financière. C'est-à-dire que vous ne dégagez pas un revenu et donc vous n'allez pas nécessairement naturellement intéresser des personnes qui veulent financer. En revanche, je pense que vous pouvez vraiment, pour vous autosuffire, donc aller vers un modèle économique qui intègre du service et peut-être, pourquoi pas, faire une campagne de levée en mobilisant 10-15 acteurs, en leur demandant chacun, je ne sais pas moi, 200 ou 300 000 euros, en leur démontrant qu'avec 4 ou 5 millions de francs CFA, vous arriverez à atteindre un premier niveau d'objectif. Voilà moi tout ce que je peux vous répondre, mais c'est vrai que c'est pas… Après, il faudrait regarder dans le détail ce que vous faites, mais disons que c'est peut-être l'approche que je prendrais. Après, c'est peut-être un peu subjectif, mais c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir vos coordonnées pour échanger, pour continuer d'échanger? Bien sûr, je pense que je ne sais pas si ce qui est prévu, Virginie, mais oui, bien sûr, je pense qu'on peut tout à fait les laisser. Vous pouvez m'envoyer votre mail dans le fil de discussion et j'assurerai effectivement la mise en relation. D'accord. Pour Merci revenir, beaucoup.
Alors, nous allons devoir conclure, mais Ange, vous souhaitiez prendre la parole. Voilà, je vous laisse peut-être. Ouais, non, c'est juste un dernier petit point. Alors, du coup, il y aura deux derniers petits points avant de conclure. Le premier, c'est pour répondre à monsieur. Donc, merci pour votre question. Donc, là, donc, je rejoins tout à fait ce que a dit Eric, hein. C'est un modèle qui n'est pas évident parce que en fait, l'investisseur il cherche toujours avant tout du cash et il recherche un modèle d'entreprise, c'est un modèle de service d'accompagnement que vous proposez. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bah, cependant, c'est vrai que le modèle de financement par service, le fait entre guillemets, de faire payer des petits frais d'adhésion, des frais annuels à vos entreprises en échange de représentation et de services additionnels, je pense que c'est le meilleur pour que vous puissiez au moins commencer à avoir du cash qui entre. C'est-à-dire si vous avez 10, 15, 20 entreprises, bah, vous mettez en place un service, structurez une offre et mettez un prix par-dessus, quoi. Ça vous permettra c'est un peu ce que font toutes les chambres de commerce et tous les groupes d'accompagnement d'entreprise, quoi. C'est la base de c'est comme ça qu'ils vivent concrètement. Ça va être compliqué de trouver des investisseurs autres. Qu'est-ce que je voulais dire par là Et s'appuyer sur l'écosystème aussi, Ange. Ouais, et après, voilà, après sur la partie écosystème, nous, on travaille avec on travaille avec des patronats. Tous les syndicats, tous les représentants de patronat sur le continent africain. Donc, ça va être intéressant qu'on discute ensemble, juste pour voir un peu plus ce que vous faites et voir s'il y a une possibilité de collaboration ensemble. Donc, voilà. Et voilà pour vous, pour votre question. Et juste, je pense que je vais partager pareil après, je ne sais pas si je la partage dans le chat ou après, juste des ressources pour la partie levée, tous les éléments que j'ai expliqués, et des éléments concrets en fait pour comment monter un deck, comment monter une data room et ces éléments-là. Voilà, merci. Bah, merci beaucoup, Ange. Bah, je vous invite à les partager maintenant, effectivement, avant la fin du webinaire, et un grand merci. Juste pour répondre à une interrogation voilà, d'un des participants concernant aussi le Hub Meet Africa qui aujourd'hui concerne 6 pays d'Afrique. Donc, cette plateforme de mise en relation des entrepreneurs de la diaspora, donc entre les deux espaces Europe et Afrique, sera bien évidemment pérennisée, amenée à évoluer. Si vous êtes entrepreneur de la diaspora, moi, je ne peux que vous inviter à vous inscrire, d'autant plus que vous pouvez tout à fait, si vous avez un projet en Côte d'Ivoire, au Cameroun, bénéficier des offres et effectivement des mises en relation. Donc, voilà, sachez qu'effectivement, voilà, le Hub Meet Africa est une plateforme qui sera amenée à être pérennisée, à se développer. Et donc, vos avis également comptent. N'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on continue à inscrire effectivement ce projet, cet outil dans cette démarche de co-construction. Pour conclure ce webinaire, donc je vais repartager mon écran. Je vous convie donc tous le 11 février au Forum des entrepreneurs de la... Ah, il est déjà partagé, c'est pas grave. Au Forum des entrepreneurs de la diaspora qui donc se déroulera le 11 février de 8h30 à 19h au Palais des Congrès de Paris. L'entrée est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur le site du forum qui a été partagé dans le chat. Donc, on compte sur votre présence et voilà, ça sera vraiment l'occasion, effectivement, là aussi, de continuer cet échange et de rencontrer, si vous êtes entrepreneur de la diaspora, de rencontrer de nombreux organismes et de pouvoir pitcher vos projets pour pouvoir développer ces derniers et les concrétiser dans les meilleures conditions. Merci à tous. Un grand merci à Eric et Ange pour ces interventions fort intéressantes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Ange, vous avez eu le temps de partager vos outils? Ouais, exactement. Donc, alors, c'est le dernier. Et le dernier, c'est un lien sur le processus d'investissement. Hop là. Formidable. Je vais peut-être vous mettre aussi les liens, voilà, ceux qui veulent bien, sur les plateformes. Je vous en prie.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Du coup, après, je pourrais aussi mettre dans le chat, ou aussi, du coup, Virginie, je souhaitais partager mon adresse email, donc avec grand plaisir. Donc, vous avez aussi la plateforme Rokouti pour me contacter dessus. Et voilà, quoi, à peu près. Très bien. Parfait. Un grand merci. Un grand Merci. merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.